Julien m'a confié la terrible tâche d'entamer ce congrès de 2 jours. Il ne m'a pas donné le choix, à vrai dire, hein. Il ne m'a pas demandé. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Quelques mots d'introduction. Alors, nous commençons à 9 heures. Merci pour la ponctualité. Nous terminerons à 10 heures sans problème. Mon cœur se serre déjà d'angoisse parce que souvent je rappelle dans des conférences que je peux faire que le temps d'attention d'un adulte en mode conférence tourne autour de 8 à 10 minutes. Hein. Donc vous voyez le problème. Alors bien sûr, vous n'êtes pas partie de la moyenne, mais il faut faire quelque chose. Alors, je vous préviens, je m'interromprai sans doute quelques brefs instants, plusieurs fois, pendant cette heure, pour vous proposer juste une question, une réflexion, éventuellement un partage avec vos voisins et vos voisines. Et puis, à la fin, je vous préviens aussi, en espérant que je ne sois pas trop bavard, je vous demanderai tout à la fin de trouver une phrase pour résumer ce que vous avez compris de l'enrichissement pédagogique, tel que je vais vous parler, genre gros titre de journal, quoi, slogan, un truc comme ça qui crache. Hein. Donc si vous avez des idées pendant cette heure, notez-les et ça vous servira tout à l'heure. Bien. Alors, l'enrichissement pédagogique, ce n'est pas un terme très, très fun, hein, et puis que vous comprendrez, enfin, vous ne savez pas très bien peut-être ce que je mets derrière ça. Ben, on a 1 heure pour vous clarifier ça. Puisque vous êtes ici, j'imagine que l'école, vous voyez ça, vous imaginez une école riche, enrichie. Alors, entre riche et enrichi, il y a toute une nuance, et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir. Riche, c'est un état, et enrichir, c'est une démarche. Et ça va être tout l'objet de cette heure passée ensemble. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, quelques réflexions sur la normalité. Dans une vie antérieure, j'en ai eu plusieurs, hein, comme vous toutes, vous tous, j'ai été enseignant dans un lycée public de la région parisienne. J'étais abonné aux classes de seconde et de terminale. J'enseignais les mathématiques. Mais j'avais en terminale les élèves, on va dire, hein, de second choix. Il y avait les brillants qui étaient ce qu'on appelait les terminales C. Et puis il y avait le second choix, ceux qui étaient en terminale D. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, avant qu'un ministre change. Et ça me convenait très bien parce que j'ai jamais été un mathématicien brillant, mais par contre, je trouvais les élèves très intéressants. Et parfois, le premier jour de classe, vous savez, quand on rentre en contact avec les élèves, je leur posais la question, donc pour s'amadouer un peu, pour apprendre à s'apprivoiser mutuellement, quelle note ils voulaient avoir au bac. Alors là, je créais une grande stupeur. Les élèves disaient, ben, si j'ai 10, ça sera bien. D'autres étaient plus entreprenants, 12, 13, mais ils riaient en disant, déjà, si j'ai ça, voilà. Bon, alors je les interrogeais comme ça. Et après, je demandais à un jeune homme ou une jeune fille de venir au tableau, de dessiner une cible au tableau et de prendre la position d'un archer. Et je lui dis, si vous tirez à l'arc, vous visez quoi? Bah, alors, vous savez, les jeunes qui prennent cet air excédé, bah, le centre de la cible. Bon. Et au bac, ça veut dire quoi? Viser le centre de la cible. Alors là, je sentais que je les déstabilisais. Ben oui, c'est avoir 20, tout simplement. C'est avoir 20. On vise le 20. On ne vise pas le 10, le 12, etc. Et j'ai des élèves qui ont eu 20 sur 20 au bac, hein, tout de même, il n'y a pas de problème, c'est possible. Donc c'est cette idée sur laquelle on a beaucoup critiqué, entre l'idée qu'il y a les très bons, les moyens et les mauvais, quoi, en gros, hein, c'est pour s'impliquer. Et moi, j'avais les moyens. Et donc, quand on est moyen, on ne vise pas 20, on vise 12, 13, et puis on rêve de peut-être avoir 14 ou 15 au bac. Bon. Et c'est cette idée qui est insupportable quelque part, parce que la seule chose intéressante à faire, c'est de viser le centre de la cible, le 20 sur 20. Imaginez un ingénieur qui construise un barrage avec 10 de moyenne, ben, ça serait tout de même dangereux, hein, on est bien d'accord. Donc la question, c'est pourquoi on a ancré en nous cette idée que la norme, c'est cette constante macabre, hein, comme ce terme que vous connaissez.
Un autre exemple. Alors voilà la même courbe avec, alors ça j'adore, si vous avez 100 de QI, en bas c'est les QI, si vous avez 100 de QI, vous êtes normal. La normalité c'est 100 de QI. Bon. Si vous êtes avant, vous êtes quelque part hors norme, si vous êtes après, vous êtes hors norme. Alors ceux qui sont après, ben, ils ont plein de succès, et puis ceux qui sont avant, ils vont ramer à l'école et c'est l'enfer. Alors je vais vous parler aussi de Julie. Alors j'ai une amie qui a plusieurs enfants. Et une de ses filles, elle est en terminale scientifique actuellement. Hein, terminale scientifique. Bon, on va l'appeler Julie. C'est pas son vrai prénom. Elle est en terminale scientifique. Elle est en terminale scientifique dans l'établissement le plus élitiste de Paris, du côté de la rue du Bac. Ceux qui connaissent Paris, on ne peut pas faire mieux. C'est ce genre d'établissement où le problème, c'est pas qu'il y ait 100% de réussite au bac. Ça, tous les élèves réussissent le bac, mais quel est le pourcentage des mentions bien, très bien, hein, bien sûr. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'établissement. Donc elle est dans une classe en terminale scientifique, dans cet établissement, bien. Quoi d'autre? Elle pratique le violon, elle voudrait continuer longtemps à faire du violon, elle est dans des associations humanitaires, très bien. Quoi d'autre? Ah oui, l'année dernière, elle a passé le concours général, vous savez, ce concours monstrueusement difficile à l'échelle de France, de grec, donc, et elle a été primée, elle a fait partie des 3 qui ont été primés. Cette année, elle va passer le concours général de mathématiques et de physique. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, cette jeune fille vient d'avoir 16 ans, elle a 2 ans d'avance. 2 ans d'avance. Voilà, donc on va dire que Julie est quelque part hors norme. Hein, elle est à la droite de la courbe de Gauss. Et quand je discute avec cette amie, je lui dis en fait, ta fille, elle est juste normale. Ce sont les autres qui sont hors normes. Ta fille, qui est donc, elle a 2 ans d'avant, c'est une fille normale. C'est une manière de voir qui peut porter loin. Hein, vous allez voir. On en arrive à cette question hein, qu'on se pose, je ne suis pas le premier à la poser, bien sûr, mais pourquoi donc il y a des enfants qui sont, on va dire des élèves, hein, qui sont à l'école mauvais, moyens ou bons à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Est-ce que c'est Dieu, Allah, Jéhovah ou je ne sais pas quoi qui a décidé que, hein, ou bien il y a un truc quelque part? Qu'est-ce qui fonctionne bien chez certains et pas bien chez d'autres? Vous voyez que c'est une question intéressante. Alors là, je ne parle toujours pas d'enrichissement pédagogique, mais Julien est familier de ma manière de faire. Je tourne un peu autour, hein, on tourne un peu autour avant d'arriver au centre du problème. On va en venir tout à l'heure, je vous rassure, à ce que j'appelle l'enrichissement pédagogique. Donc on a parlé de ces élèves qui, avec 10 au bac, qui sont contents. Julie, qui est tout de même brillantissime, mais qu'on pourrait considérer comme juste normale. Et pourquoi les enfants, pourquoi il y a tant de différences? Alors, je vous propose une démarche. On va s'intéresser au cerveau de ces enfants. Alors, le cerveau, c'est très à la mode maintenant d'étudier le cerveau. Quand j'ai commencé, il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers bouquins, parler du cerveau, c'était encore, vous n'imaginez pas, c'était tabou. On sortait de la guerre froide, parler du cerveau, manipulation du cerveau, on n'en parlait pas. Et même, c'était à la limite interdit d'en parler. Alors que maintenant, vous savez que tout le monde en parle et en déparle. Tout le monde a des diplômes en neurosciences, en neurotrucs, en neuromachin. Bon. Mais c'est intéressant tout de même de s'intéresser à pourquoi les enfants réussissent ou non en s'intéressant à leur cerveau. Alors, je vous propose une démarche que j'ai résumée ici. Alors, je vais la résumer pour ceux et celles qui sont au fond. Alors d'abord, il y a des chercheurs qui cherchent. C'est leur boulot, après tout, ils sont payés pour ça. Et ils pondent des recherches qui sont scientifiques et dans lesquelles ils essaient d'éviter tous les biais scientifiques pour que l'objet très précis de leur recherche soit crédible. Après, donc ce qu'on appelle les neurosciences, des recherches en neurosciences. Bon. Et puis après, il y a un Américain que j'ai rencontré plusieurs fois, que j'apprécie pour ses travaux. En fait, c'est un ancien prof, hein, lui aussi, mais il s'est spécialisé, c'est un passeur. Il s'appelle Eric Jensen. C'est un passeur, c'est-à-dire qu'il lit énormément de choses sur les neurosciences. Il en fait une grosse synthèse et il en tire des conclusions pour les salles de classe, en gros. Hein. Il
il transcrit, on va dire, des choses incompréhensibles à nous pauvres profanes en des choses pratiques dans les salles de classe. Il fait des synthèses d'applications. Et en particulier, il a développé ce concept d'enrichissement pédagogique dont je vais vous parler dans un instant. Et il a été plus loin, et c'est là où il y aurait une suite à cette heure passée ensemble ce matin. Il s'est intéressé à ce qu'il appelle les Magic Schools. Magic School, donc c'est aux États-Unis, hein. Il a un grand réseau d'informateurs, on va dire, chez les profs. Ce sont ces écoles qui passent d'un niveau extrêmement bas à un niveau extrêmement haut, au point de vue académique, hein, en 2-3 ans, très rapidement. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces écoles? Donc il va voir, il se renseigne, et il en tire des clés, une des clés étant l'enrichissement pédagogique, mais il y a aussi d'autres clés qui sont intéressantes. Et ces Magic Schools, ça prouve en tout cas qu'une école très classique, et ça je suis très attaché à l'école, on va dire, alors on peut, c'est très intéressant, les écoles Montessori, Steiner ou autres, mais il y a aussi toutes les écoles où on est bien obligé de mettre ses enfants parce qu'il n'y a que ça hein, dans l'environnement, c'est l'éducation nationale normale, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est ces écoles-là, parce que c'est l'immense majorité des écoles, et pour montrer qu'on peut les transformer disons, sans moyens extraordinairement supplémentaires, sans mettre les enseignants au bord du burn-out, que c'est possible en prenant les choses autrement. Vous me suivez toujours là? Bon. Bon, j'espère que je fais un peu de teasing, que je commence à vous intéresser un tout petit peu. Bon. Alors, aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler que de l'enrichissement pédagogique. Je ne vous parlerai ni de ce qu'il y a avant, ou très peu, juste ce qu'il me faut, ni des Magic Schools. C'est également très intéressant, bien sûr, de savoir les clés qui font qu'une école peut passer d'une école qui fonctionne mal à une école qui fonctionne très bien. En particulier, Eric Jensen s'est beaucoup intéressé aux écoles on va dire les plus pourris qui puissent exister aux États-Unis, c'est-à-dire là où le taux de pauvreté est le plus important, là où 95% des enfants ne payent pas la cantine. C'est un peu son critère, c'est-à-dire que les parents n'ont pas de ressources pour ça. Et comment on arrive dans ces écoles très difficiles à les faire passer d'un niveau extrêmement bas à un niveau extrêmement élevé en un temps tout à fait court. Bien. Alors, on va entrer un peu dans le détail. Il est un peu dans les esprits que, en fait, tout le développement du cerveau, en fait, c'est une question de gènes. Hein, après, si les deux parents sont grands, on va dire, l'enfant sera grand. Alors oui, effectivement, ça marche. Mais si l'environnement n'est pas bon, l'enfant va peut-être devenir rachitique. En fait, la proportion des gènes tourne autour, donc dans le développement de notre cerveau, tourne autour de 35%, un tiers. Les 2 tiers, 65%, en fait, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est très, très global. Et en plus, parfois, l'environnement modifie les gènes. C'est ce que les gens savants appellent l'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement va modifier les gènes, c'est-à-dire que le gamin qui a deux parents grands, va peut-être grandir d'une manière rachitique, mais son rachitisme, il va le passer à ses propres enfants. Il aura intégré ça dans les gènes. Donc l'environnement joue pour 65%. Et là, c'est là où les choses commencent à se passer. L'environnement, donc mental, physique, émotionnel, social, tout l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Pour résumer, en gros, toute la première partie des recherches sur comment peut se développer le cerveau humain, surtout dans la petite enfance, on va dire jusqu'à l'âge adulte, hein, d'une manière générale, si l'environnement est sain, le cerveau se développe d'une manière à peu près normale. Et si l'environnement n'est pas sain, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes très importants. Alors, évidemment, la normalité est une notion du cerveau, est une notion un peu difficile. Il y a un groupe de chercheurs américains qui s'est dit, mais en fait, c'est quoi un cerveau normal? Donc,
C'est très intéressant. Donc, on pourrait faire d'ailleurs avec vous quelle proportion parmi vous avait un cerveau normal avec des guillemets. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer une petite annonce dans le journal, dans des journaux, à la télé, je ne sais pas, en disant « Si vous pensez avoir un cerveau normal, contactez-nous, on fait une étude ». Et donc, il y avait un premier pas, c'est-à-dire téléphonique, ou pour un peu déblayer le terrain. Et puis après, ceux qui avaient passé le premier contact téléphonique, ben, ils venaient voir les chercheurs, on les mettait dans un IRM pour voir un peu leur cerveau, etc. Alors, je vais vous poser une question, vous allez réfléchir et partager avec votre voisin ou votre voisine le résultat. Vous comprenez la démarche de ces chercheurs qui est intéressante. À votre avis, après le premier entretien téléphonique, donc où les chercheurs avaient une liste de choses pour voir est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous prenez tel médicament, etc. Bon, et au bout du compte, pour déterminer si le cerveau était sain ou non, à votre avis, combien en proportion il restait de gens au bout du compte? Réfléchissez et partagez avec, je vous laisse 30 secondes. Il restait combien, quel pourcentage, on va dire sur 100% de gens qui ont appelé, il restait quel pourcentage? Ok, ok, très bien. Merci. Vous voyez que vous avez besoin de parler. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et donc, une fois passé ce premier test téléphonique, 90% étaient éliminés. 90% étaient éliminés. Alors voilà, donc ça pose le problème d'un cerveau sain. C'est-à-dire que pourquoi alors, on ne va pas entrer dans ce genre de choses, mais regardez ça. Ça, c'est une étude. Vous prenez un enfant de 3 ans. Vous observez son cerveau. Maintenant, on sait observer le cerveau d'un enfant de 3 ans, bien sûr, sans ouvrir. Hein. Et selon qu'il est... non, avant, il fallait ouvrir. Hein. Il y a encore 30 ans, pour voir un cerveau, il fallait ouvrir. Hein. Maintenant, grâce aux machines, on peut faire. Selon que l'enfant ait grandi les 3 premières années, plus toute la partie conception, hein, quand il était dans le ventre de sa mère, selon qu'il était dans un environnement sain ou un environnement très dégradé, il y avait une différence de volume et de poids de 25%. 25%, c'est colossal. C'est-à-dire que l'environnement joue un rôle très important dans le développement du cerveau de l'enfant. 25%. Donc, comme les anglo-saxons aiment bien l'expression bad news, good news, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Bon, en espérant que tout à l'heure, d'abord la mauvaise nouvelle, en espérant que tout à l'heure il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que de très nombreux enfants arrivent à l'école avec un cerveau mal en point. C'est une constatation qu'il faut bien comprendre. Et donc, ils ont un cerveau mal en point, donc ils vont avoir du mal à apprendre et ils vont avoir des comportements difficiles parce que tout ça, ça va jouer. Donc, globalement, les scientifiques nous expliquent quelque chose qu'on a tous constaté hein, quand on a été enseignant ou quand on travaille avec l'école, c'est que, et rappelez-vous ce que je vous dis tout à l'heure, hein, pourquoi il y a des enfants qui sont à l'école qui sont bons, moyens ou mauvais, hein, eh ben c'est un problème, on peut dire, de cerveau, en simplifiant un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que leur cerveau s'est plus ou moins développé dans un environnement plus ou moins sain. Et si l'environnement était dégradé, eh ben, il y a eu des problèmes. Alors, je vous repose une question, je vais vous laisser donc discuter quelques secondes avec vos voisins et votre voisine. À votre avis, dans un environnement scolaire moyen, quelle est la proportion d'élèves qui ont des cerveaux qui ne sont pas en très bon état? Est-ce que c'est 10%, 15%, 100%, 120%? Discutez-en avec votre voisin et votre voisine, à votre avis. Pas en bonne état, qui ont des problèmes, oui.
Bien, merci. Vous avez fait vos jeux. Rien ne va plus. En moyenne, bien sûr. C'est une moyenne. Alors, sachant que dans l'établissement scolaire que je citais à Paris, qui prend la crème de toute l'élite des jeunes de France, elle doit être plus faible. Et si vous allez dans une grande banlieue où il y a 80 nationalités représentées, etc., elle doit être plus forte. Mais en gros, donc, on va dire qu'il y a une grosse proportion d'enfants qui sont à l'école avec des problèmes, enfin, qui n'ont pas un cerveau qui fonctionne comme il devrait fonctionner. Hein. Je mets mes phrases, j'essaie d'être politiquement correct, mais qui ne fonctionnent pas bien. Donc forcément, ça explique pourquoi il y a des problèmes à l'école. Enfin, ça peut expliquer. Hein, et les chercheurs sont tout à fait clairs là-dessus. Hier, j'ai reçu un message. Hier soir, j'ai reçu un message de Rick Jensen dont je parlais. Et j'ai recopié, du coup, j'ai rajouté une diapo à ma présentation. Voilà. Ce que croient de nombreux directeurs, enfin tous ceux qui sont à la direction des écoles et d'enseignants, c'est que si l'enfant arrive à l'école, il est lent et stupide, il va le rester en gros. Bien sûr, on va faire des efforts, etc. Mais s'il entre à l'école lent et stupide, en gros, il le restera plus ou moins et son parcours. Et la réponse, alors voilà, je l'ai mis en anglais pour vous faire améliorer votre anglais. Hein. Et vous voyez, il insiste, hein, et en gras, wrong, wrong and wrong again, qu'on peut dire faux, faux et archi-faux. C'est-à-dire que quand on considérait que l'élève qui arrive avec beaucoup de difficultés à l'école, eh ben, bon, on fera tout notre possible, mais de toute façon, il aura toujours ses difficultés. Les chercheurs, parce que derrière Eric Jensen, ce n'est pas un gourou, hein, il ne fait que lire les recherches scientifiques d'une manière très extensive, et il dit, mais c'est faux. C'est faux, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est que le cerveau s'adapte. Alors, d'une part, le cerveau s'adapte, mais il peut, disons, quand il a eu des traumatismes, il peut se réparer. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez tout de suite les implications pédagogiques. Un cerveau qui est mal en point en arrivant à l'école, et parfois c'est 40, 50, 60% des enfants qui ont un cerveau mal en point, en fait, on peut le réparer. Je vous donne un exemple extrêmement frappant. Hein. Parfois, dans des cas graves d'épilepsie, on doit enlever à un petit enfant la moitié de son cerveau, un hémisphère complet. Quand on fait cette opération avant l'âge de 2 ans, il y a quasiment 0 séquelles. L'enfant est normal. Quand on le fait entre 2 ans et 5 ans, il garde des séquelles, et après 5 ans, on le fait quasiment jamais parce que les séquelles sont trop importantes. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il est extrêmement plastique, il sait s'adapter. Mais bien sûr, au début, il s'adapte très bien, et puis avec le temps, il a de plus en plus de mal à s'adapter. Donc, grâce à cette neuroplasticité, il y a le pendant de la mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier les choses. Et comment faire en sorte d'améliorer, de réparer les cerveaux, alors d'ailleurs qu'ils soient en bon état ou en mauvais état, c'est ce qu'on va appeler l'enrichissement pédagogique. C'est une manière de recabler le cerveau, en fait. Hein. Les informaticiens connaissent ça, maintenant ça ne sait plus, mais on va recabler le cerveau. Voilà, et on arrive à cette idée d'enrichissement pédagogique. J'ai fait un peu un long détour, mais pour vous faire comprendre quel était l'enjeu et comment ça fonctionnait, et quel est l'intérêt de réfléchir à cet enrichissement pédagogique. Une première définition pour bien clarifier les choses. En fait, l'enrichissement pédagogique, ce que je vous disais au début, ce n'est pas le fait de créer un environnement riche, c'est un différentiel. On part d'une situation donnée, une école donnée, telle qu'elle est actuellement, et on fait des actions particulières pour la faire évoluer dans cette démarche d'évolution, d'enrichissement pédagogique. D'accord ? Et ce qui est important, c'est le contraste. C'est cette idée de contraste qui est très importante. Nos écoles, pour la plupart, manquent terriblement de contraste. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants rentrent en début d'année, ils ont un programme scolaire, ils sont dans une classe qu'ils vont suivre des cours. Alors ce matin, 8h, 9h, c'est maths, 9h15, 10h, c'est français, etc. Ils sont dans un tunnel. Le contraste est très peu important.
Et l'enrichissement pédagogique, c'est de créer un contraste, un différentiel entre l'existant et ce qui peut être, entre le présent et le futur. Et cette démarche peut s'appliquer aussi bien à des écoles qui fonctionnent très bien qu'à des écoles qui fonctionnent très mal. Si c'est très bien, elles vont fonctionner encore mieux. Et si elles fonctionnent mal, elles vont fonctionner mieux. C'est ce différentiel qui est important. On est dans cette démarche d'enrichissement par rapport. Il y a riche et enrichi. Enrichi, c'est une action pour donner plus. Et l'idée, donc, c'est de proposer à chaque enfant, ce n'est pas global, on va s'adresser à chaque enfant, ce contraste, ce différentiel entre le présent qui parfois est extrêmement difficile et le futur qu'on espère plus réjouissant. Donc il y a une certaine logique et qui s'appuie là donc à la fois sur des recherches scientifiques très précises et puis sur et puis aussi sur les recherches de terrain. On va voir pourquoi ça fonctionne dans certaines écoles. Donc, avant d'entrer dans le détail de ce que c'est l'enrichissement pédagogique, c'est un processus qui est au niveau cérébral. C'est-à-dire que quand vous enrichissez... Je vais prendre un exemple typique, parce que l'enrichissement, on va parler de l'enrichissement pédagogique à l'école, mais bien sûr, à la maison et en dehors de la maison, on peut également, bien sûr, et c'est très très souhaitable, enrichir l'environnement de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui a l'habitude de rester affalé à manger des chips et à boire du coca devant la télé 4 heures par jour, voilà. Si d'une manière ou d'une autre, vous l'emmenez, je sais pas, en classe nature, où il va découvrir plein de choses, voilà une manière d'enrichir. Il y a un contraste très, très grand entre sa manière habituelle de faire et sa manière différente de faire. Ou même le fait de le faire jouer alors qu'il ne sait pas jouer, c'est un enrichissement. Voilà. Cette démarche d'enrichissement agit sur des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des trucs chimiques là, qui permettent aux neurones de se relier entre eux. Les neurotransmetteurs ont un effet positif sur le cerveau. Ces effets positifs sur le cerveau vont se traduire en comportement positif, c'est-à-dire il y aura une meilleure attention, il y aura une meilleure motivation, il y aura une meilleure humeur. Et puis, surtout, des capacités cognitives. L'enfant va mieux comprendre, va mieux mémoriser, va mieux réfléchir. Voilà. Et ça, c'est notre matière grise qui va faire tout ça. Donc, cette démarche d'enrichissement est très liée on s'intéresse à ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, cette notion d'enrichissement n'est pas nouvelle. En fait, elle date des années 50. Alors, vous qui êtes tous et toutes jeunes, mais bon, moi je suis né dans ces années-là, donc il n'y a pas si longtemps que ça, tout de même, dans les années 50, et parce qu'à l'époque, les chercheurs, les scientifiques pensaient que le cerveau se développait uniquement à l'intérieur, que c'était le cerveau, il se développait, et il y a une expérience qui est célèbre, ils ont pris des rats, une même famille de rats, et ils en ont mis certains, ils les ont mis dans des cages, où d'abord les rats étaient ensemble, donc il y avait un aspect socialisation, et on leur fournissait chaque jour des jouets, des roues, des trucs, des machins, des labyrinthes, et tous ces jouets étaient changés en permanence, tous les jours. Et de l'autre côté, il y avait des cages où le rat était tout seul, sans jouets. Voilà. On lui donnait à bouffer la même chose que les autres, la même lumière, mais il n'avait rien. Et au bout d'un certain temps, pauvres bêtes, on leur a ouvert le cerveau et on a vu que leur cerveau était complètement différent. Et tout à coup, les scientifiques, c'est pas vieux, ont découvert que l'extérieur, l'environnement pouvait jouer un rôle considérable dans le développement du cerveau. Et c'est là où cette notion d'enrichissement s'est développée petit à petit et maintenant où elle est beaucoup plus claire. Alors, là aussi, c'est intéressant, on parle des enfants. Quand j'ai écrit mon premier bouquin, je me souviens, c'est-à-dire il y a 20 ans, on disait que le cerveau perdait plein de neurones, le cerveau adulte perdait plein de neurones par jour et qu'on ne pouvait plus créer de neurones et on les a tous à la naissance. C'est un concept qui était parfaitement répandu, parfaitement admis. Peut-être que parmi vous encore, il y a des personnes qui pensent ça, que on vieillit, donc on perd des... Et les scientifiques nous disent, mais pas du tout, mais ça c'est très récent,
c'est très intéressant, c'est-à-dire que on fabrique des neurones tous les jours. Alors, on en fabrique plus quand on est dans un environnement enrichi. Là, vous êtes venu à ce congrès, on va dire que c'est un enrichissement. Et en gros, là, je peux vous dire que ce soir, vous aurez en gros 1500 neurones de plus que ce matin. C'est pas mal. Eh ouais, mais c'est les scientifiques qui disent ça. Eh oui. Alors 1500, c'est pas énorme, mais si vous étiez resté vautré devant la télévision à regarder un mauvais feuilleton, oui, vous en auriez peut-être gagné 200, 300, pas plus. Hein, bon. Et ça, à tout âge. Même, on a remarqué ça, des personnes de 75 ans qui créent des nouveaux neurones. Donc, ça peut s'appliquer à tout âge et à tout type d'élèves, les bons comme les mauvais, comme ceux qui ont des difficultés. Bien sûr, à la maison, à l'école et à l'extérieur. Hein. Nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'école. Mais bien entendu, à la maison, c'est extrêmement important. Dans quel but? Eh bien, donner sa chance à chaque enfant, même ceux qui sont mal partis, hein, qui ont un cerveau abîmé, quand ils arrivent à l'école. Et alors, ça demande tout de même, c'est pas, quand je dis partir en classe de nature, ça c'est ce qu'on appelle un enrichissement ponctuel. Ce n'est pas vraiment de l'enrichissement pédagogique. C'est un enrichissement événementiel. Aller au théâtre une fois, aller visiter un musée, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment l'enrichissement pédagogique. L'enrichissement pédagogique, c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme avec des personnes qui ont des connaissances sur le sujet. Et quand les cerveaux sont abîmés, plus on s'y prend tôt, bien sûr. Lorsque le cerveau est encore malléable, mieux la remédiation se fait plus rapidement. Mais même avec des enfants plus grands, avec des adolescents, il y a tout un travail de remédiation du cerveau qui peut se faire, mais bien sûr, plus on s'y prend tôt, plus il est efficace. Voilà. Alors, on arrive enfin dans le cœur du sujet. Bien. On va faire une petite pause. Parce que là, tout de même, ça fait 30 minutes que je parle. Hein, votre temps d'attention est... Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale. Voilà, tout va bien se passer, on a testé. Alors, c'est un peu hors sujet, mais c'est intéressant. Je vais vous parler de la relation maître-élève. Intéressant. Maître-élève. En musique, sans aucune parole. Ça dure 3 minutes 30 à peu près. Je ne ferai pas de commentaires. En gros, il y a le prof qui sait. C'est la guitare. Il y a l'élève qui fait des erreurs, qu'il faut répéter, etc., bon, qui fait des fausses notes. C'est le banjo. Et tous les deux vont raconter une histoire que je vais vous laisser écouter. Ça, c'est le banjo. Ça, c'est les guitares. Ça, c'est les guitares. Banjo.
Voilà, la relation maître-élève, intéressant. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est la musique du film Délivrance. C'est que celui... non, non, stop, on arrête. Dans le film, celui qui joue le banjo, c'est un handicapé. L'acteur est handicapé mental, en plus, hein, ce qui rajoute de... Voilà, donc c'était une petite pause musicale pour réfléchir à la relation maître-élève. Je me souviens d'un prof qui m'a dit « Ma vie de prof a changé au moment où j'ai compris que la plupart de mes élèves réussiraient mieux que moi dans la vie. Hein, » bon, mais c'est comme le jardinier, hein, il est là pour arroser, pour que la plante se développe. Hein, il n'est pas là pour autre chose. Alors, entrons dans le plus vif du sujet. Les facteurs. Alors, Jensen s'est intéressé à 7 facteurs que je vais résumer très rapidement. Alors le premier, c'est très amusant, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est un parent pauvre, on sait. En fait, les gens qui s'intéressent au cerveau disent en fait l'activité physique est essentielle pour développer plein de neurotransmetteurs. Il y en a un qui s'appelle le BDNF, pour augmenter le calcium dans le sang. Ça a plein d'effets positifs, l'activité physique. Une jeune fille que je connais bien, en classe de 3e actuellement, a eu la chance d'aller au Québec, passer le premier trimestre de l'année scolaire. Typique, enrichissement pédagogique typique. Elle s'ennuie mortellement au collège, et là, c'était génial, une découverte pendant un trimestre. Voilà. Et dans sa classe au Québec, ils avaient 1 heure d'activité physique tous les jours, et d'une manière parfaitement volontaire de l'équipe pédagogique, en disant c'est essentiel pour ces jeunes filles. C'était un collège de filles. D'accord ? Alors, l'activité physique, c'est essentiel, alors que dans nos écoles, ben, bon, il y a le cours de PS, tout ça. Et puis parfois, on trouve même, j'espère que ça n'existe plus, tu as une mauvaise note en mathématiques, tu n'iras pas en récréation. C'est ça, c'est le comble en fait, maintenant de la bêtise. Alors, d'une manière pratique, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour enrichir sur ce plan-là les écoles? Alors, il y a le vieux slogan de John Dewey, l'américain, « Learning by doing ». Hein, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, se débrouiller pour que tout ce qui est activité physique nous permette d'apprendre, c'est-à-dire, ça peut être bien sûr des manipulations, mais aussi des mises en scène, des concepts, etc. Si j'avais plus de temps, je deviendrais très bavard sur le sujet. Offrir un large choix d'activités physiques, en particulier pour les élèves qui ont des problèmes en EPS1. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'élèves, souvent des filles, qui vivent mal les cours d'EPS pour différentes raisons. Donc leur proposer des alternatives, de la danse, des trucs, des sports particuliers, pour faire de l'activité physique le plus possible et au quotidien. Parce que leur résultat en mathématiques sera meilleur, en mathématiques, en tout ce qu'on veut. D'accord ? Ça, c'est une première clé de l'enrichissement pédagogique. L'activité physique. Vous me suivez ? Donc, voilà. Deuxième, des apprentissages nouveaux et motivants. Alors, là aussi, les scientifiques s'intéressent aux chercheurs à qu'est-ce qui se passe quand, tout à coup, l'enfant, on lui propose quelque chose qui le motive et qui est nouveau. La nouveauté. Je vous parlais tout à l'heure des rats. Dans la cage, on changeait tous les jours leurs jouets. C'est-à-dire ils avaient des nouveaux jouets tous les jours. Là, on est tout à fait dans notre école classique, on est tout à fait dans le contraire, c'est-à-dire qu'on a des emplois du temps parfaitement linéaires, qui sont parfaitement figés, et souvent les cours sont également très très figés dans leur forme. Il y a peu ou pas de nouveautés et de choses qui vont déclencher cet enrichissement au niveau cérébral. Alors, Jensen propose plusieurs pistes hein, pour enrichir de ce côté-là. La première chose, c'est alors, les choses qu'il propose, on imagine que c'est plus facile dans les écoles américaines où le directeur a plus de liberté la direction a plus de liberté qu'en France. Mais c'est l'idée. Alors, une fois qu'on a les idées, on voit comment on peut les mettre en application. D'abord, laisser des choix. Alors là, des recherches, il y a plein de recherches là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'on a le choix, eh ben, on est plus motivé, quoi. Et c'est quand on n'a aucun choix qu'on n'est pas motivé.
Et alors, il y a des écoles rares qui sont développées, mais tout à fait en dehors du système, où l'élève choisit ce qu'il va apprendre. Alors, il y a un juste milieu à trouver. Le choix n'est pas absolu, mais laisser des choix, par exemple, de la manière dont on va être évalué, par exemple, ça peut tout à fait se faire dans une classe tout à fait normale. C'est très intéressant. La différenciation, vous connaissez ce terme qui est maintenant classique. Moi qui parle souvent d'intelligence multiple, on l'associe souvent les intelligences multiples à l'école avec la différenciation, c'est-à-dire s'adapter à l'enfant, à l'élève directement dans la manière d'enseigner. Troisième piste, des emplois du temps gigognes. Ça, c'est une expression d'Eric Jensen, c'est-à-dire que où les emplois du temps on peut les modifier. Par exemple, plutôt qu'un cours de maths et un cours de français pendant 1 heure chacun, on va faire un cours qui va durer 2 heures, mais avec les 2 profs en même temps. Voilà ce genre de choses qui surprend, qui décale les choses et les expériences que j'ai pu vivre, même dans des collèges tout à fait classiques de ce genre de choses, c'est extrêmement apprécié des élèves parce qu'ils découvrent et ils cassent un peu le moule dans lequel ils sont en permanence. Possibilité d'accélération, c'est-à-dire que je reprends ma jeune fille qui a eu la chance d'aller au Québec. Bon, quand on a 19,2 de moyenne, bon, on s'ennuie un peu tout de même, surtout dans un collège de banlieue parisienne. Donc le fait de dire, bah, tiens, là, il y a 1 heure, bah, tu peux aller, tiens, il y a une classe de seconde, tu peux aller suivre le cours de maths de seconde. Voilà. Ce genre de choses, pourquoi pas? C'est-à-dire que les enfants qui sont à l'aise, alors elle ne comprendra pas tout, mais ça va lui développer l'esprit. Là, on est en plein dans l'enrichissement pédagogique. Hein, vous voyez l'idée. Et puis, donc, la possibilité d'accélération, et puis des tests qui sont mieux adaptés que les tests standards, ou qui sont parfois complètement tueurs de motivation. Voilà, deuxième. Troisième, une complexité cohérente mais non chaotique. Alors, en fait, le cerveau, il adore la complexité, à condition qu'il soit capable de la gérer. C'est-à-dire que si c'est trop difficile, c'est désespérant. Si c'est trop facile, on s'ennuie. Donc, il faut trouver cet équilibre entre une complexité qui est cohérente mais non chaotique. D'une manière pratique, l'idée, en fait, hein, le but à atteindre, c'est que l'enfant arrive à l'école en se demandant qu'est-ce qui va se passer de génial aujourd'hui. Il y a une école américaine, justement une Magic School, qui était connue depuis 20 ans, la Guggenheim School de Chicago, où on a remarqué un absentéisme négatif. C'est-à-dire que même des enfants qui sont vraiment malades, ils viennent à l'école tout de même parce qu'ils ne veulent pas rater ça. Il va forcément se passer quelque chose. C'est voilà, ce genre d'école où il se passe des choses nouvelles, ou des challenges, des défis à relever toujours. Alors bien sûr, avec des activités optionnelles, ça peut être alors là, très intéressant pour développer le cerveau, le théâtre, la photographie, la danse, la musique, tout ce qu'on veut. Des projets, la pédagogie de projet est tout à fait dans cette optique-là, hein, d'une complexité cohérente où il faut se débrouiller, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, un niveau de stress acceptable. Alors, ça peut paraître bizarre de mettre le stress là, dans ces paramètres, mais en fait, le stress, c'est un tueur de neurones. C'est un tueur de neurones. Et notre époque est extrêmement plus stressante pour les cerveaux des petits en particulier qu'il y a 50 ans ou avant. Et donc, faire en sorte que l'école soit un lieu de stress gérable, parce qu'il y a toujours un peu de stress, et il en faut un petit peu pour que les choses deviennent intéressantes, c'est quelque chose de très important. Les enfants, les petits, sont extrêmement variables, et leur cerveau est extrêmement vulnérable au stress. Il y a des études terrifiantes, c'est le musée des horreurs, hein, quand on va dans les études de ce qui se passe dans les cerveaux des enfants qui sont soumis à des stress complètement hors de propos. Alors, il y a des stress qui ont existé depuis que l'humanité existe. Hein. Par exemple, un enfant qui grandit dans un état de guerre, hein, comme c'est le cas dans certains pays actuellement, ça crée un stress terrible qui va marquer son cerveau. Le problème, c'est que à ces stress, on va dire, historiques, se sont rajoutés à notre époque d'innombrables autres stress qui se rajoutent et qui vont abîmer l'enfant. Hein. Notre époque moderne, de ce côté-là, a un côté terrifiant. Donc le stress, comment faire pour diminuer le stress? Alors, 0 écran dans la petite enfance.
tous les scientifiques disent 0 écran avant 3 ans. 0 écran. Et alors, bien sûr, il y a des parents, paraît-il, hein, j'ai lu ça, qui donnent leur smartphone à leur enfant de 6 mois parce que ça l'amuse, des trucs machin. Bon, juste, il faut que quand ils font ça, il faut qu'ils sachent que leur enfant aura des problèmes à l'école. C'est tout. Hein. Monsieur, vous donnez, vous le mettez, les parents ou la nounou met l'enfant devant la télévision. Eh ben, vous pouvez être sûr que l'enfant aura des problèmes à l'école quand il va entrer en maternelle. Les scientifiques ont des choses parfaitement claires là-dessus. Et ça, c'est récent. Donc, un niveau de stress modéré dans la salle de classe qui est adapté. Protection contre le harcèlement, bien sûr, la violence physique. Il faudrait détailler tout ça. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Célébrer les succès des enfants. Ça, c'est une manière de renforcer leur capacité anti-stress. Et puis, bien sûr, former les enseignants, les accompagnateurs, les CPE, tout ça, à des techniques de gestion du stress. Hein. Par exemple, il y en a une qui s'appelle le yoga à l'école. C'est des exercices extrêmement simples hein, qu'on peut faire même sans... on n'a pas besoin de s'allonger par terre, de salle spéciale, et qui permettent de mieux d'apprendre aux enfants à gérer leur stress. Donc le stress, ce tueur de neurones, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas pris en compte lorsqu'on réfléchit à l'école, c'est que environnement social positif, cerveau en bon état. L'être humain est un animal social par essence. Lorsque il vit d'une manière sociale correctement, son cerveau se développe bien. Ça veut dire quoi pratiquement à l'école ? Ça veut dire tout ce qui est tutorat, coaching par les pairs, apprentissage collaboratif. Il y a plein de techniques pédagogiques qui fonctionnent très bien. Les sports d'équipe. Et quelque chose que j'ai remarqué beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, donner la fierté d'appartenir à l'école où on est. Créer ce sentiment d'appartenance qui est très intéressant, c'est-à-dire être fier d'être dans telle école. Et j'ai des exemples, j'ai vu ça en Australie, aux États-Unis, mais j'ai des exemples en France aussi, où des établissements scolaires, les élèves, genre lycée technologique, hein, c'est pas là où on trouve la crème des gens qui vont avoir 100%. Les élèves sont fiers d'être dans cet établissement, et ça c'est super. Donc un soutien social de qualité. Le 6e, alors là on touche à un point qui fâche hein, et qui se développe, c'est la nutrition. La nutrition, ça fait des ravages aussi. Il y a un mouvement qui s'est développé, qui s'appelle le mouvement des 1000 jours, qui s'est développé aux États-Unis, et il y a une branche en France. Les 1000 jours, c'est non pas de la naissance, hein, mais de la conception. De la conception jusqu'à 2 ans. Et les chercheurs là, sont de plus en plus affirmatifs. La qualité de ces 1000 jours, de la qualité de ces 1000 jours dépend la qualité de toute la vie, en particulier sur le plan nutritionnel. Et quand on voit les recherches sur ce que font, alors là, moi j'ai lu des choses sur les mères américaines, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec les mères françaises, mais enfin, c'est terrifiant. On va dire 60% des mères américaines font n'importe quoi au point de vue nourriture avec leur enfant. Et maintenant, par exemple, quand je vois une mère qui donne une barre chocolatée ou un coca à son enfant, pour moi, c'est tiens, mon enfant chéri, je t'empoisonne volontairement, mais ça te permettra d'avoir des problèmes à l'école et d'être malade toute ta vie. C'est exactement ça ce que nous disent les chercheurs. Et ça, dans l'indifférence la plus totale. Et même dans la schizophrénie la plus totale, puisqu'il y a une taxe spéciale sur les boissons gazeuses. C'est-à-dire que l'État s'enrichit lorsque vous empoisonnez vos enfants en leur donnant du coca. Voilà, c'est la schizophrénie habituelle. Donc ça, c'est un point très important. Il y a plein d'expériences fascinantes où le simple fait de changer d'alimentation des gamins, eh bien, ils se comportent à l'école de manière radicalement différente. C'est étonnant. Donc, dans une démarche d'apprentissage, il faut viser à la fois les parents, les enfants et la cantine. Hein. En gros, c'est les 3 lieux, c'est-à-dire il faut absolument que les parents nourrissent correctement leur enfant. Dans un petit village de Provence que je connais bien, ça s'est passé il y a 1 an et demi, un petit enfant de maternelle a fait un malaise cardiaque. On a fait venir le médecin, on a fait venir les parents, tout ça. Les parents donnaient des biberons de Coca-Cola à leur enfant. Voilà, et oui, mais c'était en France il y a 1 an et demi, c'est pas vieux. C'est ça, il y a des parents qui font ça. Il faut faire attention, mais parce que personne ne leur a dit. Hein, c'est parce que l'enfant s'enrichit. 10 minutes, oui, je gère. Mais merci.
Tout à fait. Et parfois, c'est donner des compléments alimentaires. Hein. On a remarqué, même si on n'aime pas les tests de QI, c'est mon cas, mais ça permet de faire des comparaisons. Lorsqu'on leur donne des compléments alimentaires à des enfants, ils font un bond de 15 points de QI. Hein. Alors le QI qui est supposé être fixé, avec des compléments alimentaires, on peut l'améliorer. Voilà, on arrive à la septième et dernière, un peu les points clés, parmi d'autres, mais qui sont les plus importants. Une bonne gestion du temps. Alors la gestion du temps, là aussi, il faut prendre en compte le développement normal du cerveau. Un cerveau, il a besoin de temps pour incuber, pour assimiler les choses, pour que se créent des connexions dans le cerveau. Question que je vais vous poser. Tiens, je vais prendre 30 secondes. Vous allez en discuter avec votre voisine. Là, on va considérer qu'on est dans une phase, là maintenant, d'enrichissement pédagogique. À votre avis, combien de temps va mettre le cerveau pour se modifier? Votre cerveau va se modifier. En m'écoutant, votre cerveau se modifie. Et il lui faut combien de temps pour se modifier à votre avis? Réfléchissez, parlez-en 30 secondes avec votre voisin ou votre voisine. Bon, bon. OK. OK. Donc le cerveau se modifie dans les 15 minutes. Et ça se renforce, votre nouvelle connexion se renforce dans les 6 heures. Votre cerveau pèsera plus lourd ce soir que ce matin. C'est ce que nous dit le cerveau. Il pèsera plus lourd. Oui. Il pèsera plus lourd. Étonnant, hein? Bon. Donc il faut du temps. S'il vous plaît, encore quelques minutes. Il faut du temps. Alors pratiquement à l'école, alors vous allez voir des choses qui fâchent là aussi, si vous connaissez le fonctionnement habituel d'une école habituelle. Un temps de transition suffisant entre les cours, hein, de ne pas enchaîner les cours comme des perles. Un temps suffisant pour les repas. Je suis horripilé quand un jeune me dit ben oui, j'ai eu 10 minutes pour avaler rapidement entre le cours de maths et le cours d'italien, etc. C'est insupportable, mais les emplois du temps, les enseignants qui ne peuvent pas faire autrement, eh ben, c'est mauvais pour le cerveau. Du temps pour développer ses centres d'intérêt et du temps pour une bonne socialisation. Donc tout ça, voilà. Nous avons cette, on va dire, critère d'enrichissement. Vous voyez que c'est toute une démarche qui peut se mettre en place. Et derrière tout ça, alors bien sûr, il y a des gens qui seront contre, hein, ça on le fait déjà. Alors non, la plupart des écoles ne le font pas d'une manière vraiment volontaire. Il ne faut pas trop leur en donner à ces jeunes, bon, parce qu'il faut leur apprendre que la vie est dure, qu'ils vont en morfler, tout ça. Ce n'est pas un bon plan non plus. L'impuissance, il nous faudrait plus de moyens, plus de temps, plus de machin, plus de choses. C'est aussi souvent une mauvaise excuse. Mais ça, il faudrait aller plus loin pour voir comment surmonter ces refus. Donc derrière tout ça, je ne vais pas en parler parce que sinon Julien va m'arracher les cheveux ou les yeux. Derrière tout ça, il y a l'étude d'écoles qui réussissent, qui ont mis des idées clés. Enfin, on peut tirer des idées clés, même s'il y en a beaucoup. Pourquoi elles réussissent en très peu de temps à changer de niveau? Alors dans ces idées clés, il y a l'enrichissement. Un des 5, je vous le dis, hein, c'est l'enrichissement. Et il y a 5 points communs, et dans ces points communs, c'est se retrousser les manches sans attendre que le ministre nous dise de le faire. En gros, c'est ça. Voilà, alors il nous reste juste le temps qu'il faut, parfait, 5 minutes. Quelle est votre vision de l'enrichissement pédagogique maintenant, après 1 heure? Donc je vais vous demander, en petite équipe comme ça, 2 minutes. Un slogan, une phrase, un gros titre de journal. Comment vous définiriez l'enrichissement pédagogique? C'est parti, vous avez 2 minutes pour réfléchir avec vos copains et vos copines, ou futurs copains et copines. Allez-y. Ok, encore 1 minute là pour trouver votre gros titre, votre slogan, votre jingle.
Ok, qu'est-ce qu'il y a une phrase à proposer là, s'il vous plaît? Allez. Ah, madame, je vous écoute. L'école du bonheur, en l'enrichissement pédagogique, l'école du bonheur. Merci. Oui. Le vivant en marche. Le vivant en marche. Super. Oui, merci. Réussite pour tous, c'est possible. Vous avez compris tout l'esprit de ça. Osons enseigner autrement. Merci. Passons de la guitare au banjo. Génial. Merci. Oui. Offrir et laisser choisir. Ah, offrir. On pourra en faire un sujet de baccalauréat pour la prochaine. Offrir et laisser choisir. Encore quelques-uns? Oui? Non? Oui, 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 oui. Maître de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord. L'enrichissement pour devenir maître de son avenir? D'accord. Merci. Un dernier? Le changement à tout instant. Génial. Merci. Voilà votre vision. Merci de votre participation et bon enrichissement pédagogique pendant ce congrès. Merci beaucoup. Merci.